Aujourd'hui, dans Méditerranéo, on chante avec les lycéens tunisiens qui plébiscitent les clubs Tunisie 88 comme facteur d'enrichissement personnel bien au-delà de l'enseignement musical. On s'émerveille à la vue des peintures murales qui ornent les églises et monastères de l'ancien empire byzantin à Chypre. Et on se promène dans les jardins enchanteurs de l'Alhambra en Andalousie. En Tunisie, depuis 10 ans, les clubs de musique se répandent comme une traînée de poudre dans les lycées du pays. Initiés par un pianiste de renom, Kimball Gallagher, ils offrent aux lycéens bien plus que l'apprentissage de la musique. Une fois par semaine, le silence n'est pas de rigueur dans la bibliothèque du lycée de Teboulba, bien au contraire. Ces jours de répétition. Ces lycéens font partie du club Tunisie 88. Ils travaillent sur leur nouvelle chanson, bientôt présentée dans un concours national. Nous, on a préparé un refrain qui parle de leur rencontre. Et après, chacun des deux parle de ce qu'il a ressenti. La chanson parle d'un soleil et d'une lune qui se rencontrent lors d'une éclipse et comment ils se manquent l'un à l'autre parce qu'ils ne peuvent plus se retrouver après. Rayon, rayon. Non, lumière. Ça a été dit. Monstre. Éclaire-moi. C'est du travail collectif. Chacun donne son opinion, dit ce qu'il voudrait entendre, comme ce qu'on fait là, ensemble sur les paroles de la chanson. On fait des votes, ça te plaît pas, qu'est-ce que tu veux changer? Les réglages se poursuivent aussi pour la mélodie. On est prêt? Si tu faisais l'intro au violon. باللي بعيدة ما ننساك تمنيت حياتي كون معاك عشت حياتي نستنى فيك أنا متوحزين يكون رعيني. Au-delà de l'écriture et de la composition de la chanson, les lycéens réalisent eux-mêmes des clips généralement très aboutis. Près de Tunis, ce soir-là, comment ça va, le club? Kimball Gallagher, pianiste renommé et fondateur de Tunisie 88, retrouve les jeunes du club de Boumel. Les 592 lycées de Tunisie comptent un club formé par des élèves qui se regroupent avec l'objectif de produire une ou plusieurs chansons. On fera plein d'autres chansons, et pourquoi pas un album. Ce qui est super, c'est pour ça que je vous ai dit que le club allait dans la bonne direction, c'est parce que vous n'êtes plus lié à un cycle annuel. Vous ne faites pas une chanson pour un concours annuel ou un événement. Rabah Moueli, coordinatrice de Tunisie 88, souligne que le but des clubs n'est pas de développer les compétences musicales, mais plutôt sociales. Les lycéens sont en autogestion et ils découvrent souvent de nouveaux horizons. Ce que m'a le plus apporté Tunisie 88,
Il y a plein de choses en fait. L'amitié, la famille que je cherchais, l'amour. Non, vraiment, je vous adore. Je me sens un peu comme la maman de tous les clubs de Tunisie 88. Je pense qu'ils sentent aussi que je suis un peu leur maman quelque part. C'est être rigide, être structurel, être strict des fois, mais avoir aussi cette affection parce qu'ils sont de petites personnes qui sont en train de se développer. Donc il faut bien comprendre ce par quoi ils sont en train de passer. Pas de professeurs de musique dans les clubs, mais une alliance de bonne volonté, de débrouillardise et de solidarité. Chaque individualité vient apporter sa pierre à l'édifice. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation académique en musique. J'ai 9 ans de musique derrière moi, mais d'autres, en revanche, n'ont pas cette expérience. Et assez spontanément, moi, j'ai l'occasion d'aider les autres à se perfectionner, les corriger. Et c'est une grosse responsabilité. Si tu danses, par exemple, tu peux être au club. Tout ce qui est informatique, programmation et tout ça, ils sont les bienvenus. On se débarrasse de plein de trucs nazes que les adolescents en général vivent dans cette époque actuelle. Adhérez à ce club et ça vous sortira de cette société vraiment nulle. Tunisie 88, c'est pour les 88 touches du piano. L'instrument fétiche de Kimball Gallagher, très fier de ses jeunes pousses. Ils ont une telle dynamique de groupe qui est importante et qui est en fait, ça reste un peu le but de notre projet, la cohésion sociale, la cohésion de groupe. Et comme ça, avec cette cohésion, ils peuvent créer leur propre chanson. Ils ont un espace de confiance, un espace d'amitié. Et ils peuvent aussi créer leur propre événement. Et ils ont fait tout ça. C'est magnifique. C'est le concept, c'est le rêve qu'on a implanté. Et c'est réalisé maintenant. Venu des États-Unis, Kimball a de fortes amitiés en Tunisie. Quand en 2016, le ministre de l'Éducation lui propose de relancer les clubs périscolaires après la Révolution, il apporte volontiers sa touche. Il y avait 7000 membres qui ont traversé le programme. Déjà, on a 4000 anciens membres, 3000 membres à peu près, j'estime, actuellement. Et on est en train, en fait, de faire une recherche sur les effets socio-émotionnels. Retour à Teboulba, près de Monastir. Chez Yasmine Sidia, la co-leader du club, les effets de Tunisie 88 sont très positifs. Ça m'a appris à m'exprimer, à ne pas être timide, à parler à des adultes. Et quand il y a des événements, ça me permet de monter sur scène et de vaincre ma timidité. C'est un truc qui m'a beaucoup aidée. Et tous les jours, je remercie Dieu d'avoir eu le courage de rejoindre le club. 2 heures de répétition par semaine. Bien qu'épanouissante, la participation au club n'empiète pas sur le travail scolaire. À la maison, les parents de la jeune fille de 16 ans se réjouissent de ses succès. Elle a remporté avec le club de Teboulba l'édition 2024 du concours. Si j'avais vu qu'elle négligeait ses études, je ne l'aurais pas laissée. Mais c'est pour ça que je l'encourage. Parce qu'elle arrive à concilier les cours et son club. Avant, elle était réservée. Elle ne se mêlait pas aux autres. La communication, c'était pas son truc. Et depuis qu'elle est rentrée au club, elle est beaucoup plus en contact avec les gens, plus sociable. Parfois, quand je me mets à la cuisine, je l'entends fredonner et ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est un grand jour au lycée de Teboulba. Le club Tunisie 88 fête ses 5 ans. Pour l'occasion, Rabah Moueli a fait le déplacement depuis Tunis. Ce club-là, ils ont une authenticité incroyable. Ils ont un esprit propre à eux. Et chaque année, ils repassent le même esprit de génération en génération et ça réussit. Et Tunisie 88 lycée
Bien sûr, c'est important. Bien sûr que c'est important. 5 ans d'efforts des leaders, des co-leaders et des autres membres. C'est important de fêter au moins une fois par an tous les efforts qui ont été faits et essayer de s'améliorer chaque année. Les anciens membres devenus étudiants sont un rouage essentiel de l'organisation. Ryan Schbil est en quelque sorte le grand frère du club. Heureusement, la plupart du temps, ils y arrivent très bien tout seuls. En revanche, on est là en cas de problème, pour faciliter la communication. Parce qu'une seule personne ne pourrait pas accompagner 592 clubs. On essaye d'être un pont. Et je fais aussi partie des formateurs de Tunisie 88, pour les 3 formations qu'on donne chaque année. Leadership 1 et 2 et créativité. Comment faire un morceau de A à Z. Et bien sûr, à Tunisie 88, tout se termine en chanson. Dans la période difficile que connaît le pays, les clubs restent pour ces jeunes un formidable espace d'expression. À Chypre, la région de Troodos abrite l'une des plus fortes concentrations d'églises et de monastères de tout l'ancien empire byzantin. 10 monuments y sont inscrits au patrimoine mondial, tous richement décorés de peintures murales. Ici, le bruit de la mer chypriote n'est qu'un écho lointain. Au cœur de l'île, on gravit le massif de Troodos, dont le point culminant est le mont Olympe qui atteint 1952 mètres d'altitude. Ce riche patrimoine naturel abrite un trésor architectural, un archipel des 10 églises datant de l'époque byzantine. Classées au patrimoine de l'UNESCO en 1985 pour l'originalité de leurs fresques. Construite entre le XIe et le XVIe siècle et disséminée sur les sommets du massif, encore aujourd'hui ces églises sont gardées par le clergé orthodoxe. Le son des cloches vient rompre le silence qui règne entre les fidèles et les touristes. Dès qu'on entre dans l'église de Panagia d'Asinou, les couleurs de ces fresques apparaissent dans la pénombre. C'est la première des églises peintes qu'on découvre en arrivant de la capitale Nicosie. On est en pleine période d'occupation byzantine et puis latine de l'île. Dans les montagnes, on a établi des monastères et cette église fait partie du Catholicon, l'ensemble des monastères dans les montagnes. Leur importance vient de leur localisation. Ils sont situés au milieu de nulle part, avec une décoration de haut niveau. Ce sont presque des églises cachées parce que le toit cache la forme architecturale. Le visiteur entre et voit à l'intérieur quelque chose de différent par rapport à l'extérieur. C'est Rania Mikhail qui nous en dévoile les secrets. Archéologue au sein du ministère chypriote de la Culture, elle a perfectionné en Italie ses études sur la culture byzantine. La première chose intéressante, c'est la fresque qui représente la donation de cette église par son fondateur Nikiphoros, magister, qui était un titre de l'aristocratie byzantine de Chypre. Et donc le donateur et sa femme, bien plus petite que lui sur la fresque, ont offert le modèle de l'église à la Vierge parce que cette église est dédiée à la Vierge.
Ici, on voit un cycle iconographique typique des églises. La Vierge, les saints et les évêques chypriotes. En bas, on a des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament et on a les saints locaux. On a des églises décorées avec un mélange de fresques de style byzantin, de style italo-byzantin et de style occidental. Et dans certains cas, on a aussi le style crétois, qui est quelque chose de rare qu'on ne trouve qu'ici dans les églises de Troodos. Pour les Chypriotes, la grande valeur artistique de ces églises correspond à la profondeur du culte. Les fidèles y viennent pour prier en silence, pour invoquer la grâce et pour admirer les icônes sacrées. Le vert est la couleur qui domine les chemins de ces montagnes. Il est difficile d'imaginer que parmi ces forêts et ces cascades cristallines se trouve, niché dans les vallées, ce qui fut pendant des décennies la plus grande mine d'amiante d'Europe. C'est ce que nous montre l'un des jeunes de la région qui a misé son avenir sur la reconversion de cette zone. La mine, fermée depuis plusieurs décennies, appartient à un passé que Andreas Gerost n'a pas connu. Et avec le regard neuf de sa génération, il a su imaginer une autre vie pour ces lieux. L'histoire de la mine débute en 1904 lorsqu'elle a commencé à fonctionner et continue jusqu'à sa fermeture en 1988. Il y avait une école, car les ouvriers vivaient à côté de la mine et donc leurs enfants allaient à l'école ici. À l'époque, il y avait aussi un hôpital. Aujourd'hui, nous avons transformé tout cela en un musée. En 2015, Troodos a rejoint le réseau mondial des parcs géominéraux de l'UNESCO. Nous avons essayé de repenser cet endroit, de le rendre plus durable pour les habitants, de promouvoir son patrimoine géologique et de soutenir l'économie circulaire des villages. Dans le musée du parc, des maquettes et des minéraux retracent 100 millions d'années d'histoire de l'île. À l'extérieur du musée, la nature redécouverte est maintenant une source de revenus pour les communautés locales qui espèrent attirer de plus en plus de visiteurs. Les jardins de l'Alhambra en Andalousie sont parmi les plus beaux et les plus spectaculaires au monde. Ils datent du XIIIe siècle et allient le raffinement et l'ingéniosité dans la gestion de l'eau. Certaines techniques utilisées à l'époque ont toujours cours aujourd'hui. Partons pour une promenade enchanteresse autour du palais de l'Alhambra, ce joyau de l'architecture musulmane en Espagne. Rien n'est plus cruel que d'être aveugle à Grenade. Un vers célèbre jamais contredit lorsque l'on visite les jardins de l'Alhambra. Sur 10 hectares et demi, c'est un véritable enchantement qui vous attend le long de ces allées. Ici, l'architecture et la végétation s'unissent pour le plaisir des yeux et des sens. L'Alhambra de Grenade en Andalousie reste l'un des monuments majeurs de la culture islamique. C'est l'acropole médiévale la plus majestueuse du monde méditerranéen.
Les jardins de l'Alhambra sont le symbole d'une longue tradition d'exploitation agricole et d'aménagement des espaces du monde mauresque médiéval. À la fin du XIIIe siècle, début du XIVe, les jardins ont été pensés de deux manières distinctes. Tout d'abord d'un point de vue productif avec l'organisation d'un grand potager. Ensuite, des jardins qui furent aménagés pour le bien-être du sultan, de sa famille et des hauts fonctionnaires qui l'accompagnaient. Les jardins, avec le temps, ont logiquement évolué avec l'apparition de nouvelles plantes. Toute la botanique a changé ainsi que l'aspect d'ensemble de ces jardins. Entre les plantations que l'on trouve de l'époque médiévale et celles du XIXe siècle, par exemple, cela n'a plus rien à voir. Tout a évolué, y compris la gestion de l'eau. Ce qui fait la richesse et la force de notre patrimoine ici, c'est que l'on trouve des jardins du XIIIe siècle jusqu'à ceux du XXIe siècle. Les besoins en eau sont considérables pour l'entretien de ces jardins. Pas moins de 1000 mètres cubes sont nécessaires au quotidien. On adapte la gestion de l'eau en fonction des plantations. Le génie des musulmans en matière hydraulique a permis la création de ces jardins, une maîtrise de l'eau et une ingéniosité qui nous impressionnent encore aujourd'hui. Ils ont réussi à capter l'eau sans l'épuiser, tout en optimisant son utilisation. Pour ce faire, ils ont installé un système de réseau hydraulique depuis la rivière Genil, située 9 km au sud de l'Alhambra. Toujours en activité aujourd'hui, cette installation a bien sûr été largement améliorée au fil des siècles. Le réchauffement climatique constaté ces dernières années a obligé les responsables à repenser dans leur ensemble l'administration de tous ces jardins. La chaleur, les températures élevées, des éléments qui affectent les plantes, les arbres, mais aussi les 54 jardiniers qui travaillent chaque jour pour l'entretien et le suivi de tous ces jardins. Mais une double récompense pour eux, la fierté d'évoluer dans un site unique, exceptionnel, et le regard de tous les visiteurs qui ne peut que les conforter dans leurs tâches quotidiennes. On a un travail très compliqué, très difficile, surtout l'été, avec la chaleur qui fait beaucoup de mal. Mais il faut dire aussi que la présence des touristes qui te remercient tout le temps pour la beauté des jardins, leur entretien, certains qui t'applaudissent, cela te donne la chair de poule. La vérité, c'est que nos jardins font partie des lieux les plus importants du patrimoine espagnol. Nous sommes connus mondialement. Travailler ici au milieu des touristes qui viennent du monde entier, et chacun d'eux qui t'encourage dans sa propre langue, ils te font des signes. C'est merveilleux. Tu es forcément beaucoup touché. 8000 visiteurs chaque jour. C'est la capacité maximale que peut accueillir ce site de l'Alhambra, un lieu qui affiche complet pratiquement tout le long de l'année. C'est l'endroit le plus visité d'Espagne après celui de la Sagrada Familia à Barcelone. 8 siècles de jardin vous accompagnent tout le long de vos promenades et un environnement direct qui évolue constamment au gré des saisons. Chaque jour, on apprend, on découvre quelque chose de nouveau ici. 2 fois par an, on change les plantes qui en ont besoin. C'est tout le processus de l'évolution générale de nos jardins qui est concerné. On diminue le nombre de plantes qui ne peuvent pas s'adapter au changement climatique. On essaie de protéger et d'harmoniser au mieux nos jardins de l'époque médiévale et ceux de l'époque romantique. Ici, on trouve des jardins du XIIIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Chaque jardin nécessite sa propre forme de travail et de design. Avec tout ça, on apprend tous les jours et en se trompant aussi très souvent. L'importance du travail réalisé par les botanistes dans ces jardins n'est plus à démontrer. Préservation des espèces, mémoire universelle des arts du jardinage, toutes les personnes qui contribuent au prestige de ce lieu savent aussi qu'elles travaillent pour l'histoire. La valeur universelle de l'Alhambra a été distinguée par les services de l'UNESCO. Ces jardins sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Maintenir et protéger ce petit paradis, tous ces jardins de l'Alhambra depuis près de 800 ans,
C'est une symbolique importante. Il y a un énorme travail de conservation et de récupération des espèces végétales. Un objectif essentiel, un travail constant sur la gestion de l'eau. On maintient aussi les techniques ancestrales de gestion de ces jardins, mais aussi on adapte les techniques les plus modernes d'optimisation des espaces. On est conscient que l'on travaille dans l'excellence, un symbole. Au XIIIe siècle, les sultans de Grenade ont fait surgir des pentes arides de la Sierra Nevada, un Éden de fraîcheur et de luxuriance. La culture arabe a toujours été étroitement liée à la religion. C'est pourquoi les musulmans avaient conçu ces jardins comme une imitation de l'endroit où ils se reposeraient après leur mort. Une certaine idée du paradis, c'est aussi ce que l'on ressent lorsque l'on se laisse séduire par ce lieu unique. Méditerranéo, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres découvertes en Méditerranée.